qu'on veut respecter le temps, nous passons donc à cette plénière de restitution. Le principe, c'est qu'il y a un rapporteur par atelier. Et nous allons immédiatement donc demander à Roxane Dinel, qui est intervenante, c'est quoi, hein? Intervenante au Carrefour Jeunesse Mirabel. Ça, c'est l'endroit où il y avait l'ancien aéroport. Et elle intervient pour faire état donc, des discussions pour l'atelier sur la persévérance. À toi. Ah bon, deux, excusez-moi, avec Kadja Imi. Pour elle. Première. Oui, donc, c'est un peu intimidant, mais je devrais y aller vite. Donc, en fait, on a relevé plusieurs points importants tout au long de notre atelier hier. Puis, pour commencer, en fait, on s'est dit qu'on devait avoir un langage commun et donc une définition de ce qu'est le concept de la persévérance. On s'est posé, puis on a dit que d'abord, on devait parler d'une modification dans le discours. Donc, de parler de motivation et de réussite éducative, plutôt que d'utiliser un discours qui était négatif et contre-productif, avec des termes comme défaut ou erreur d'orientation ou orientation subie. Monsieur Bourdon, le chercheur qui est avec nous, mentionnait qu'au Québec, le changement de discours a fait suite à un constat qui était que l'utilisation du terme décrochage sonnait comme une situation qui était irréversible. Donc, nous avons adopté un discours pour contrer la stigmatisation que tout ça apportait et renforcer les comportements positifs plutôt que de focusser sur les comportements qui étaient indésirables. À tout ça, les intervenants qui étaient présents ont réagi en mentionnant qu'on était d'accord pour dire que le changement prenait du temps, que le concept de persévérance faisait son chemin tranquillement dans certains milieux d'éducation ici en France, et que même au Québec, parfois, il pouvait y arriver des divergences de certaines personnes qui utilisaient des termes à la négative. À travers tout ça, on a constaté que bien que le discours de persévérance était utilisé dans certains lycées, micro-lycées ou organismes ici en France, on remarque un clivage lorsqu'on discute avec les institutions. Lorsqu'on va discuter avec les plus grandes institutions, on va vraiment axer sur les termes de décrochage scolaire, de décrochage spécifiquement. Lorsqu'on va, par exemple, au niveau des milieux familiales ou au milieu public, on va encore être un peu plus bas au niveau de ce clivage-là et on va aller parler d'échec scolaire. Donc, ce sont ces termes-là qui vont être plus employés. Et donc, ça renforce un peu plus la stigmatisation des gens qui vont éprouver des difficultés dans les écoles, dans les lycées. Ces termes-là vont être utilisés aussi face à la formation professionnelle qui est un peu moins valorisée que les grandes études. Donc, on expliquait qu'il y avait un travail à faire pour changer les mentalités et valoriser toute forme de réussite pour mener les jeunes au bout de leur potentiel et les mener à la réalisation de soi. Le deuxième constat, c'était qu'en ce moment en France, les initiatives qui se rapportent à la persévérance vont partir majoritairement d'un enseignant ou d'un seul individu et non directement de la structure. Donc, c'est pas quelque chose qui va descendre, en fait, c'est quelque chose qui va être tout de suite en bas. Donc, c'est vraiment individuellement et non collectivement. Ensuite, notre troisième constat, c'était que certains jeunes étaient laissés pour compte. Ces jeunes que vous appelez souvent les invisibles. Et qu'il y a urgence de trouver des moyens afin d'aller les récupérer, ces jeunes-là. Donc, de toutes ces belles conversations, ces beaux discours, on a sorti plusieurs recommandations. J'en ai relevé 4 ici, que je vais vous mentionner. Donc, la première étant qu'il serait important de mettre en place des actions avec une lecture positive du décrochage scolaire. La seconde, que la sensibilisation à la persévérance doit commencer dès la petite enfance, ne serait-ce que par lire un livre à ses enfants. C'est un exemple, en fond, de mesure en ce sens. La formation des professeurs à la bienveillance et au soutien du jeune dans sa globalité
serait un outil de lutte contre le décrochage scolaire et l'orientation subie. Parce que le jeune qui est orienté par ce qu'il est et par ce qu'il aime va avoir un projet de formation, un projet de carrière, et ceci va lui permettre de réussir et de persévérer plus aisément. D'autre part, pour les jeunes dits invisibles, donc les jeunes à risque, des actions par quartier, par arrondissement, de façon systémique, donc qui vont aller appuyer autant au niveau des familles, au niveau de l'école, mais aussi au niveau de la santé, devraient être mises en place. Ces jeunes qu'on échappe souvent, il faut les attirer par leurs intérêts. Ne serait-ce qu'on mentionnait le réseau Wi-Fi à la bibliothèque. Donc, d'utiliser ces petites choses-là, une collation, quelque chose d'agréable, afin qu'un programme qui pourrait être stigmatisant pour ces jeunes-là devienne quelque chose de désirable pour eux, quelque chose qu'ils ont envie de faire et d'essayer. Et donc, pour conclure mon résumé d'atelier, dans le but de vous illustrer que même ici en France, vous avez des initiatives sur lesquelles, pour reprendre des mots que j'ai entendus, peut-être provenant de gens d'ici, vous pouvez fantasmer sur des initiatives qui ont lieu ici même. Donc, par exemple, à Mayotte, on parlait d'un projet qui a été développé afin d'accroître l'esprit de réussite scolaire en s'appuyant sur la danse. C'est un projet incroyable qui peut être reproduit un peu partout parce que la danse est quelque chose qui est proche des jeunes. Ensuite, Feti Botula, pardon si j'ai massacré votre nom, un enseignant de micro-lycée ayant une classe de jeunes en difficulté, utilise leurs intérêts, mais aussi la technologie, par exemple, des applications comme Kahoot, afin de stimuler la persévérance et d'atteindre une réussite scolaire pour ces jeunes-là. D'autre part, Mme Carole Pétel, inspirée de visites qu'elle a fait au Québec, a développé des outils en partant de la bienveillance pour les niveaux d'études, que ce serait du niveau primaire jusqu'au lycée. Et voit dans l'éventualité une possibilité de développer ces outils-là pour la maternelle aussi, afin que ce soit dès la plus jeune enfance. Et, bien entendu, un projet qui est de chez nous, du Québec, qui est maintenant chez vous ici, avec Fusion Jeunesse, donc les projets de développement au niveau des habiletés, je crois que c'était au niveau de, vous me rappelez? Les jeux vidéo, oui, c'est ça. J'avais un blanc de mémoire. Et je vais terminer ce résumé en vous disant qu'il n'y a pas qu'une seule recette gagnante afin de favoriser la persévérance scolaire, mais qu'un ingrédient commun part du sourire et de la bienveillance des gens et des acteurs qui agissent auprès des jeunes. Merci beaucoup Roxane. Alors pour rapporter sur le thème, les ateliers sur le thème de l'accompagnement vers l'emploi, donc je vais laisser la parole à Rudy Imbert du réseau des carrefours jeunesse emploi du Québec qui rapportera aussi les éléments collectés par Fabien Marianne sur l'autre atelier. Merci Marianne. Par avant, je m'excuse, je ne serai pas aussi structuré que tu l'as été. À ma défense, notre atelier n'était pas tant non plus. Vraiment, ça a été extrêmement vivant et humain, les discussions, les échanges, donc je vais essayer d'en faire le témoin. En tout cas, les questions qui ont guidé nos discussions sont les suivantes. Elles ont été rappelées par les chercheurs dans leur présentation. Quel accompagnement dans la précarité? Quel accompagnement pour les entreprises? Quel contenu dans l'accompagnement? Quel système d'acteurs? Et enfin, comment accompagner les conseillers eux-mêmes? Il y a eu tout d'abord un regard un peu plus global qui a été porté, des réflexions sur le fait qu'on était bien dans un regard croisé et non comparé, car il y a des structures qui peuvent être différentes, notamment sur les questions d'emploi. Mais tout de même, ce type de rencontre-là a une pertinence tout à fait juste, parce qu'on a quand même des profils de difficultés, notamment sur des jeunes qui peuvent avoir des parcours différenciés, qui peuvent être très similaires entre la France et le Québec, d'où notamment la pertinence des partenariats entre les missions locales et les CJE. Dans cette approche un peu plus macro, il y a la nécessité aussi de penser de façon structurelle la question de l'emploi, de ne pas l'isoler des autres enjeux et de la penser même en termes macroéconomiques et politiques. Donc il y a vraiment, le tableau a été dressé tout d'abord sur ces discussions-là, plutôt aériennes pour dresser ce portrait d'ensemble. Ensuite, les constats qui ont été menés, qui vont être un peu liés à des solutions, c'est que les attentes des bailleurs de fonds façonnent l'accompagnement au quotidien, d'un aspect qui peut être tout
aussi positif que plutôt limitant. Je pense que c'est bon comme mot. Je regarde Alexandre, c'est bon, c'est pas lui. Parfait, validé par le comité. Il y avait vraiment un point de vigilance à apporter sur la question d'une gestion axée par les résultats, sur le type d'accompagnement vers l'emploi. D'autant plus, la question centrale, c'était comment documenter ce qu'on appelle au Québec les résultats intermédiaires. Lorsque le jeune a un parcours différencié et que la question ne peut pas être de le ramener directement vers l'emploi ou aux études, comment est-ce qu'on documente le fait que, grâce à l'accompagnement qu'on lui a donné, il s'est levé tous les matins, il est venu à l'heure, il a discuté avec un philosophe, comme discussion. Comment on fait paraître ça dans un tableau Excel? Ça paraît assez complexe. Donc, il y avait cette nécessité de documenter cet impact social et de le reconnaître. La question aussi de l'adéquation formation-emploi a été apportée, donc justement de tendre vers un système qui amène vers ça, mais pas de seulement former les jeunes en tant que, pas seulement les préparer pour le marché du travail, mais être des citoyens accomplis, et c'est là que s'est posée aussi la question de la formation professionnelle, comment la reconnaître et la valoriser. La question des employés s'est posée aussi. On n'a pas eu le temps d'approfondir ces discussions-là, je pense que ça va être aussi en informel, mais comment former les conseillers en emploi, quel suivi psychosocial peuvent-ils apporter, donc quelle formation, quelle rétention avoir sur ces employés-là aussi. On sert des organismes communautaires des budgets plutôt plus fragiles, donc souvent c'est un tremplin pour les employés, donc comment les retenir et garder cette expertise-là à l'intérieur de nos structures. Dans les pistes de solutions qui ont été abordées, il y a une grande unanimité qui a été portée sur la nécessité de poursuivre l'approche globale. Ça a été partagé par l'ensemble des structures. Ce qu'on entend par une approche globale, ce n'est pas seulement centrer la question sur celle de l'emploi. Comment parler d'emploi à quelqu'un qui se questionne ce qu'il a dans le frigo en rentrant, sur le canapé de quel ami il va dormir ce soir. Donc il y a vraiment d'étendre l'approche vers l'emploi sur les questions de santé globale, la question de l'itinérance, du logement, etc. Favoriser cette approche globale est l'unique solution tendre vers les solutions que l'on traite. Donc il a été question d'employabilité, mais on voudrait tendre aussi vers la question de l'employeur-habilité. Tant au Québec qu'en France, des pays de TPE et de PME qui ne disposent pas forcément d'un pôle de ressources humaines, donc ne sont pas forcément équipés pour accompagner des jeunes au parcours plus différencié. Donc quels services on peut offrir à ces entreprises pour les préparer à ça, autant les entreprises en tant que telles, les personnes que dans leurs activités. Ce qui a été également apporté d'aspect sur les politiques publiques, c'est la nécessité de la co-construction. On sait que ce terme est parfois galvaudé, mais c'est ce vers quoi il faut tendre. L'ensemble des partenaires présents ont manifesté les retombées positives que ça pouvait avoir. Et on en a eu un exemple assez flagrant avec le secrétariat de la jeunesse qui a été rapporté pas mal durant ces 2 derniers jours comme une des réussites de co-construction qui fonctionne. Ce qui a été apporté comme idée aussi, c'est de saisir un peu toutes les zones grises et de se saisir de ces espaces-là comme des espaces d'innovation. Excusez-moi monsieur, j'ai oublié votre nom, professeur au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui nous a fait la démonstration, Dominique Simard, merci Marianne, qui nous a fait la démonstration que de par sa volonté, son abnégation, et il y a ses collègues français aussi qui sont là, ils ont pu saisir ces zones grises pour innover, mobiliser, puis leur présence aujourd'hui ici est extrêmement significative sur l'impact qu'ils peuvent avoir, donc de saisir toutes les opportunités qui peuvent se présenter à vous et même en créer. Enfin, pour conclure, la suggestion assez globale, c'était la grande nécessité pour les bailleurs de fonds, les organismes et les jeunes de devenir à la fois acteurs, créateurs et pour paraphraser Monique, auteurs de leur propre destinée. Il y en a qui citent Jaurès, moi je cite Monique. À chacun ses idoles. Bon, en tout cas, je vais conclure là-dessus. Je pense que c'est pas mal le ton aussi sur lequel s'est déroulé notre atelier. C'est représentatif de ça. Donc voilà, je pense que ça fait. J'espère avoir été un bon témoin de. Merci beaucoup, tu as été un excellent témoin. Excellent. Alors, pour poursuivre avec le thème que nous avons présenté ce matin sur
la participation des jeunes dans la décision publique, ma voisine, Claire Jacquin, qui effectue un service civique à l'OFQJ de Paris. Et elle est très impliquée dans des associations de jeunes. Et elle rapportera également pour Amélie Côté, stagiaire en développement professionnel, toujours à l'OFQJ. À toi. Merci beaucoup. Donc, on l'a vu ce matin, la jeunesse s'engage, et ce, au Québec et en France. Alors oui, on observe une abstention, des votes davantage en intermittence chez les jeunes. Pour autant, elle et il s'engagent dans le milieu associatif. Catherine l'a dit, environ 47% des jeunes. On remarque également que les jeunes sont politisés, mais leurs formes de mobilisation sont différentes que chez leurs aînés. Leurs modes d'action, d'expression sont différents. Vidéos, spectacles, articles, engagement associatif, abstention. Les jeunes n'ont plus confiance envers les décideurs, ils aspirent à une nouvelle politique plus horizontale, participative, co-construite, avec de nouveaux dispositifs. Et l'analyse se rejoint finalement entre le Québec et la France. Donc en effet, les jeunes ont envie de revendiquer leur voix. Et c'est ce que rappelaient les jeunes de l'émission locale de Langres avec leur conseil consultatif, qui en est un très bon exemple. Depuis un an, ils se constituent en groupe pour entreprendre des temps de débat, d'échanges, d'expression et expriment leurs revendications aux élus, que ce soit députés, élus ou maires ou adjoints. Et il semble important de développer des dispositifs sur chacun des territoires. Cela permet, et elle le disait très bien, d'éviter une exclusion, un isolement de certains jeunes en fonction des disparités des territoires. Et dans l'autre atelier, on pouvait dire aussi qu'il fallait faire attention à un certain vocabulaire, pour le coup, qui pouvait être finalement excluant quand on ne vient pas du milieu politique. Frédéric Perrault de l'ANACEJ rappelait d'ailleurs que finalement la représentativité des territoires au sein des conseils était assez bien représentée, pour le coup, bien respectée. Et ça permettait aussi, ça c'est important de le rappeler, on pouvait entendre enfin la voix des jeunes des quartiers populaires notamment au sein de ces conseils, ce qui est assez rare. On rappelait aussi le besoin d'un accompagnement individualisé, le besoin de savoir prendre la parole en public, se former sur certains sujets pour pouvoir en débattre ensuite. Donc ensuite, nous avons repris le terme de la table ronde de ce matin, les jeunes alibis, qui ne servent à rien si on n'applique pas leurs actions. Par exemple, faire des conseils municipaux des jeunes, c'est ensuite devoir appliquer à leur volonté, et pas juste les entendre. Donc il faut finalement instaurer une confiance réciproque des jeunes vers les plus âgés, mais également des plus âgés vers les plus jeunes. Donc ainsi, il faut évaluer et mesurer les impacts des politiques publiques sur la jeunesse. D'ailleurs, on prenait l'exemple du Conseil de Paris qui l'a mis en place dans le cadre du Conseil des jeunes. Et le Forum français de la jeunesse rappelait une mesure qui aurait pu être bien plus valorisée en France, c'est la clause impact jeunesse qu'a mis en place le gouvernement. Mais finalement, on s'aperçoit que cette mise en place et son suivi n'est pas totalement satisfaisant. Selon le Forum français de la jeunesse, l'objectif devrait être d'assurer l'analyse de l'impact des mesures sur la jeunesse et devrait être un instrument de transparence. Donc, pour comparer, au Québec, il existe aussi une clause impact jeunesse pour toute décision du Premier ministre, puisqu'on rappelle, la jeunesse est rattachée directement au Premier ministre. Donc, Monsieur Houle, secrétaire d'État à la jeunesse, nous rappelait justement qu'il y avait toute une équipe dédiée à cette analyse. Bravo. Une nouvelle bonne annonce aujourd'hui. Mais par contre, il nous disait qu'il était très fier de cette mesure qui était très satisfaisante au Québec, pour le coup, contrairement en France apparemment, et que vous pouviez avoir 100 avis par an sur l'impact.
Du coup, ça nous a amené aussi à nous questionner pourquoi en France nous avons seulement un secrétaire d'État à la jeunesse et pas un ministre, un ministère tout entier relégué à la jeunesse. Au Québec, comme je l'ai dit, la jeunesse est directement rattachée au Premier ministre. Pour expliquer ça, en France, on a vraiment une vision transversale de la politique jeunesse, alors que du coup, M. Poul nous expliquait que la politique québécoise de la jeunesse annoncée en 2016 se décline vraiment en 5 actions. C'est une politique transversale, donc au niveau de la santé, de l'éducation, de la citoyenneté, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Et au Québec, on voit l'intérêt finalement pour la jeunesse être un peu plus présent, puisqu'il y a quand même un budget de 230 millions sur 5 ans. Si on pouvait apporter une critique, peut-être, c'est que la durée de ce plan jeunesse est de 15 ans et que du coup ne prend pas en compte les changements de société pendant cette période. Et en France, on peut aussi se demander si finalement, si on a mesuré l'impact de la loi orientation et réussite des étudiants ou du service national universel qui devrait être mis en place sur la jeunesse. Ensuite, M. Berthet nous a d'ailleurs alerté sur le fait qu'il fallait parler aussi de la participation en entreprise, puisque les jeunes en entreprise, pour le coup, se mobilisent, participent, et notamment grâce au syndicalisme qui est notamment très élevé par rapport au syndicalisme peut-être étudiant. Parce qu'en fait, ils ont enfin un vrai statut en tant que jeunes en entreprise, ils ont un contrat, donc ça nous amène à nous demander s'il faut aussi s'interroger sur le statut des jeunes et sa reconnaissance. Enfin, Martin Goyette nous rappelait aussi qu'on sous-estime parfois la participation des jeunes. Je ne sais pas plus. Voilà. Et nous avons eu l'agréable surprise d'être invités cet été, l'été prochain à Montréal pour des universités d'été où vous réfléchirez justement à cette participation des jeunes et notamment sur les jeunes en grande vulnérabilité. Donc rendez-vous à Montréal en 2019. Et pour conclure, les jeunes sont politisés de manière différente, mais il faut les entendre, les placer en tant qu'acteurs et actrices. Les jeunes doivent avoir la parole. Et l'émancipation de la jeunesse doit passer par leur citoyenneté. Et c'est la mission locale de Corse, d'ailleurs, qui nous rappelait ce matin. Et vraiment, pour conclure, un certain ancien président de la République française disait que la jeunesse n'avait pas toujours raison, mais que celui qui ne l'écoutait pas avait toujours tort. Merci beaucoup à vous trois pour ces propos synthétiques et en même temps très, très éclairants, très explicatifs. L'exercice n'était pas forcément évident, donc merci à vous. On va vous laisser rejoindre la salle et puis je vais inviter à nous rejoindre pour la clôture. Donc Régent Houle, secrétaire adjoint à la jeunesse, encore peut-être secrétaire d'État, et Jean-Benoît Dujeul, délégué interministériel français à la jeunesse et directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous pour cette clôture. Je vais commencer la clôture, je crois que je m'en dis ça. Évidemment, je voudrais, pour conclure, remercier tous les partenaires qui nous ont aidés à organiser, à monter ces journées. Donc évidemment, l'INJEP et l'Observatoire Jeunes et Sociétés du Québec qu'on a abondamment vu à ces tribunes et qui nous ont vraiment beaucoup aidés dans la définition des thématiques et l'affinement en fait de ces journées. Je voudrais remercier évidemment le Forum français de la jeunesse, le CNAGEP et l'Union nationale des missions locales qui n'ont pas compté leur temps pour travailler avec nous sur la mobilisation de participants et d'intervenants. Je voudrais citer un partenaire que je n'ai pas cité depuis le début parce que malheureusement ils ne sont pas présents, mais c'est le Mouvement des Jardins, qui est une caisse coopérative du Québec qui nous soutient cette année pour notre 50e anniversaire et qui nous a permis de monter cet événement. Donc on les remercie beaucoup. Je voulais remercier
Monsieur Wood d'avoir fait le déplacement pour ces 2 jours. On en est très honorés. Je voulais remercier Jean-Benoît Dujol pour son soutien dans le cadre de l'organisation de ces 2 journées. Je voulais saluer aussi Monsieur le maire de Bastia, parce qu'on est ravis de vous accueillir parmi nous, d'être venu de Corse parmi nous. On vous remercie. Voilà, au-delà des remerciements d'usage, je suis vraiment particulièrement ravie. C'est souvent comme ça qu'on conclut, on dit qu'on est très heureux, qu'on est ravis, c'est super. C'est vraiment sincère parce que cette initiative, je tenais vraiment beaucoup à ce qu'elle se tienne. J'avais envie qu'à un moment on puisse prendre un petit peu de recul par rapport à nos pratiques, comme je le disais hier en ouverture. Et je crois que ces rencontres étaient inédites, sauf à ce que quelqu'un en ait connaissance d'autres, mais en tout cas je ne crois pas que ça s'était fait dans ce format-là. Je crois qu'elles ont fait la preuve de leur utilité sur cette journée et demie. On a eu des plutôt bons retours, bons échos. Et je pense qu'elles prouveront leur utilité aussi à travers les projets que vous allez pouvoir peut-être mettre en œuvre entre la France et le Québec à la suite de ces rencontres. Donc puissent ces rencontres être particulièrement porteuses pour l'avenir en termes de coopération. Et nous serons évidemment à l'Office franco-québécois pour la jeunesse des 2 côtés de l'Atlantique particulièrement ouverts à écouter, entendre et soutenir ces projets qui pourront émerger. Voilà, je laisse la parole à Michel pour ça. Merci. Et encore une fois, félicitations Marianne, à toi et ton équipe, parce que c'était une idée de Marianne d'organiser ces regards croisés. Et l'idée est tellement bonne, on a parlé avec certains intervenants québécois qui sont ici, que nous vous proposons d'organiser au Québec les 2e rencontres à une date à déterminer, avec bien sûr l'Observatoire Jeunes et Société, avec Citoyenneté Jeunesse, avec les Carrefours Jeunesse. En fait, tous les participants, dans un premier temps québécois, vont se faire une tête et ensuite on va créer ce comité franco-québécois pour tenir, parce que c'est important de réfléchir et d'avoir l'avis des gens qui non seulement font de la recherche, mais sont sur le terrain et sont auprès des jeunes. Alors, chez nous, c'est Geneviève Fradette, notre dynamique coordonnatrice du pôle jeunesse, qui aura cette pôle études jeunesse, parce qu'on travaille tous pour la jeunesse, mais pôle études, qui aura la responsabilité de faire les premières démarches avec toutes celles et ceux qui sont ici aujourd'hui. Et vous aurez très rapidement donc des nouvelles à ce sujet-là. Et immédiatement, sans tarder, j'invite, et le Premier ministre du Québec devait être très heureux d'apprendre en direct qu'il avait un nouveau secrétaire d'État à la jeunesse. Alors, Régent Houle, à vous adresser la parole. Merci Michel. Chers élus, M. Dujol, délégué interministériel à la jeunesse, Mme Lessem, M. Robitaille, chers partenaires, chers amis. D'abord, effectivement, j'ai eu le privilège de passer de bricoleur adjoint à secrétaire d'État pendant ces 2 jours. C'est fantastique. Ça prouve que tout est possible pour la jeunesse. Donc, plus sérieusement, je voudrais joindre ma voix à ceux qui m'ont précédé pour remercier les instigateurs qui ont rendu possible cet événement, l'OJS et les GEP. Ça témoigne bien de l'importance qu'on accorde à la jeunesse. C'est la première fois, je pense, qu'un secrétaire adjoint à la jeunesse du Québec s'exprime dans cette tribune hautement symbolique. Et c'est également à titre de plus jeune sous-ministre adjoint du gouvernement du Québec que je m'adresse à vous aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, j'étais moi-même un jeune, comme vous vous en doutez tous. La France et le Québec, comme vous le savez, ont une longue relation de collaboration et d'amitié. Et c'est avec une certaine émotion, si je prends la parole aujourd'hui, alors qu'on souligne le 50e anniversaire de l'OFQJ, qui est une formidable illustration de ces liens d'amitié. Monsieur Sébastien Nadeau a mentionné hier dans son mot d'ouverture que la jeunesse est un état qui renvoie à l'image de la société, à ses espérances, ses blocages, ses impasses et ses projections. Mais l'OFQJ permet depuis 50 ans les découvertes, les expérimentations. Elle est en phase avec ce passage à la vie qu'est la jeunesse.
En mars dernier, à l'occasion de la 20e rencontre alternée des premiers ministres français et québécois, la collaboration en matière de jeunesse a fait un pas de plus. Une feuille de route portant sur la jeunesse, l'éducation et le sport a été signée. Cette feuille de route a établi des objectifs clairs et des priorités en matière de mobilité des jeunes. Mais la grande nouveauté, c'est qu'on veut maintenant favoriser les échanges et le partage d'expertise. Ainsi, je salue et je considère hautement souhaitable que des espaces d'échange comme celui-ci, entre jeunes, chercheurs, praticiens, décideurs publics, puissent avoir cours. Une meilleure compréhension des contextes de vie des jeunes et un partage des pratiques sont essentiels à l'accompagnement de nos jeunesses respectives. Je suis d'ailleurs heureux de vous annoncer que nos équipes sont déjà à pied d'œuvre pour donner vie aux engagements de cette feuille de route, l'équipe de M. Dujol en France et la mienne au Québec. Et si on travaille si fort de chaque côté de l'Atlantique pour la jeunesse, c'est que nous sommes persuadés depuis longtemps qu'il s'agit d'une véritable force motrice. Les jeunes sont créatifs, ils sont ouverts sur le monde. Ils sont porteurs d'innovation, tant sur le plan social que sur le plan technologique. Et ces jeunes d'aujourd'hui sont aussi attachés à leur milieu qu'ils l'étaient par le passé. Mais ils ont une conscience aiguë de l'importance des enjeux, des défis planétaires et des répercussions qu'ils ont sur leur vie. Des défis qui sont complexes, comme on l'a mentionné en fait. Qu'on parle de changement climatique, de bouleversement technologique ou de montée de discours extrémistes, les jeunes sont interpellés par de nombreux phénomènes transnationaux. En parallèle, l'accès à une éducation de qualité, à des environnements stimulants, sains, sécuritaires et ouverts, ça demeure des défis dans plusieurs pays du monde. Face à tous ces enjeux, depuis une trentaine d'années, l'État, mais aussi les villes et les différents acteurs sociaux ont multiplié les interventions à l'égard des jeunes. Ces interventions doivent contribuer à les outiller et à nourrir leurs aspirations. Elles doivent contribuer à leur mieux-être, à les rendre aptes à agir en tant que citoyens responsables et du coup, concourir à l'atteinte de nos objectifs sociétaux. Et c'est dans cet esprit que le Québec a créé en 1983 le secrétariat à la jeunesse, sous la gouverne du ministre de l'Éducation et de la jeunesse. En 2001, à l'époque, il adoptait la première politique québécoise de la jeunesse. Et vous ne serez pas surpris si je vous dis que ce jeune ministre avant-gardiste est aujourd'hui le premier ministre nouvellement élu du Québec, M. François Legault. Plus récemment, après un large exercice consultatif, le Québec s'est doté en 2016 de la deuxième politique québécoise de la jeunesse. On en a parlé amplement pendant ces 2 jours. On réaffirmait ainsi la place centrale que prennent les jeunes dans les priorités gouvernementales du Québec. Comme dit le nouvel adjoint parlementaire du premier ministre en matière de jeunesse auprès de ses collègues, la jeunesse, c'est sérieux. On a dit pendant les 2 jours justement que ça pourrait être un sujet traité de façon légère et rigolote des fois, mais c'est sérieux au Québec. L'élaboration de cette politique s'est faite en dialogue avec les jeunes, en tenant compte du caractère pluriel de leur réalité. Et bien que cette stratégie d'action jeunesse, le Québec investisse plus de 230 millions de dollars sur 5 ans, dans 90 mesures d'action complémentaires à l'action des ministères, et qu'il y a plusieurs bonnes nouvelles dont on a entendu parler encore. Par exemple, quant à la persévérance scolaire, le taux de chômage qui est plus faible qu'avant. Il reste plusieurs défis, comme la question de l'évaluation des politiques jeunesse, la cohérence, la transversalité, la verticalité, on en a amplement parlé. On doit continuer de raffiner nos actions dans nos 5 axes d'intervention de la politique québécoise de la jeunesse, en santé globale, en éducation, en citoyenneté, en entrepreneuriat et en emploi. Et pour ce faire, on a identifié plusieurs mesures fortes qui s'ajoutent à celles qui ont déjà été présentées par nos merveilleux partenaires, comme le réseau des Carrefours Jeunesse, Fusion Jeunesse, l'INM, l'Académos qui sont ici présents avec nous et plusieurs autres qui ne sont pas là malheureusement. Il faut d'abord donner vie à la toute nouvelle chaire réseau de recherche qui a été annoncée hier et dont on est très fiers que 3 chercheurs soient présents. Permettez-moi encore une fois de les féliciter, M. Sylvain Bourdon, M. Martin Goyette et Maria-Eugénia Longo. Félicitations encore. Il faut continuer. Il faut aussi continuer d'outiller nos villes pour qu'elles se dotent également de politique jeunesse. On doit continuer d'appuyer les communautés autochtones pour qu'elles mettent en œuvre leur stratégie d'action jeunesse. On doit continuer de militer pour que plus de jeunes siègent sur les conseils d'administration des sociétés d'État. Et je suis particulièrement engagé à multiplier les contacts avec les jeunes, notamment via les rencontres perspectives jeunesse
Si j'ai bien compris, c'est un peu le miroir des dialogues structurés que vous avez ici en France. Ces rencontres sont selon moi des occasions privilégiées pour l'État de mieux connaître les préoccupations des jeunes et d'en enrichir les politiques publiques. Ce sont là que quelques éléments qui s'ajoutent à la réflexion que vous avez contribué dans ces derniers jours et qui se poursuivra, j'en suis bien certain, bien au-delà. En terminant, j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé aux échanges éclairants et productifs, les chercheurs, les experts qui nous aident à affiner notre compréhension de la jeunesse et des contextes dans lesquels elles évoluent. Je voudrais également témoigner de ma gratitude envers nos partenaires. Vous faites un travail colossal et l'impact de vos réalisations change des vies, font toute la différence. Je tiens finalement à remercier les organisateurs qui ont rendu possible cette première rencontre. J'avais écrit « J'espère qu'il y en aura d'autres ». J'aimerais aussi remercier les autorités françaises pour leur chaleureux accueil. Enfin, mes derniers mots vont aux jeunes eux-mêmes, ceux qui nous ont partagé leurs préoccupations, notamment via les vidéos micro-trottoirs et ceux qui sont présents sur Facebook. Vous êtes des véritables acteurs du changement et votre rôle est essentiel dans la mise en œuvre des politiques publiques. Je retiens de nos échanges deux constats. Premièrement, l'importance d'analyser des enjeux de façon globale tout en tenant compte de l'aspect territorial pour ajuster les solutions selon les contextes où les jeunes vivent. Et deuxièmement, la nécessité de réunir tous les acteurs autour des jeunes en les plaçant au centre des réflexions et des décisions. Pour réaliser ça, l'État et la société civile doivent favoriser leur participation aux réflexions et aux décisions publiques, que ce soit par des dispositifs formels, des dispositifs sages, ou par des formes de démocratie participative adaptées aux jeunes et dans lesquelles les jeunes s'exprimeront. Nicole en parlait tout à l'heure. Je termine en vous disant ceci, ma prise de poste est récente, ça fait seulement 5 mois que je suis au secrétariat à la jeunesse, mais un événement comme celui-ci vient conforter mon idée que nous devons poursuivre nos efforts à soutenir les jeunes en développant des initiatives qui contribuent à leur épanouissement, leur participation à la vie démocratique et leur entrée réussie dans la vie active, mais surtout, et je le répète, qu'on doit le faire en gardant les jeunes au centre de nos préoccupations et qu'on ne peut le faire qu'en leur accordant des occasions de s'exprimer, une écoute attentive et toute notre confiance. Merci. Monsieur le secrétaire adjoint à la jeunesse, chers secrétaires généraux de l'OFQJ, mesdames et messieurs les élus, les acteurs des politiques de jeunesse, chers collègues, chers amis. Je dois m'associer aux remerciements qui ont été évidemment mentionnés jusqu'à présent. Évidemment féliciter les organisateurs, l'INGEP, l'Observatoire Jeunesse Société, l'OFQJ qui est un frein blanc cinquantenaire et qui souhaite évidemment persévérer au-delà de cet âge qui n'est pas du tout canonique et qu'on attendra tous en dépit de notre intérêt pour les politiques de jeunesse. Ça conserve, monsieur le jeune secrétaire adjoint à la jeunesse, ça conserve le secrétaire de jeunesse, leur manquer d'un tel esprit que vous avez évoqué. Je veux aussi remercier l'Assemblée nationale qui nous accueille ici, en particulier le groupe d'amitié France-Québec, dans cette magnifique, qui nous permet d'accéder à cette magnifique salle sous le patronage en plus de Jaurès et de Clémenceau. Et je veux remercier également les décideurs experts de la France et du Québec qui nous font aujourd'hui l'amitié d'être ici. J'en profite aussi pour féliciter et m'associer aux félicitations qui ont été faites pour la chère jeunesse de l'Observatoire Jeunes et Société. Voilà, on pense à développer des partenariats avec notre propre chère jeunesse en France qui était représentée aussi aujourd'hui par Madame Patricia Loncle. Il m'a paru moins évident d'être ici parmi vous ce matin en conclusion de vos travaux. Alors j'ai beaucoup d'intérêt pour ce type d'échange, de regard croisé, puisque c'était l'intitulé que vous avez bien voulu retenir. J'y vois évidemment, ça va de soi, et je crois que les travaux qu'on a conduits ici depuis 2 jours l'ont montré abondamment, c'est vraiment l'occasion d'un enrichissement, d'une fertilisation croisée qui nous permet de nous décentrer un peu, de regarder évidemment de l'un côté et de l'autre ce que l'on peut s'apporter, d'envisager de manière différente des problématiques qui sont parfois souvent les mêmes, ou des problématiques qui parfois sont différentes aussi. C'est vraiment très précieux à la fois sur les constats que l'on peut faire sur la situation des jeunes. Il n'y a pas une jeunesse qui en a plusieurs, c'est ce qu'on dit souvent, il n'y a sûrement pas une jeunesse québécoise multiple ou une jeunesse québécoise française qui le serait autant. Donc pouvoir croiser les regards sur les situations des jeunes des deux côtés de l'Atlantique, mais aussi croiser les regards, c'est ce qui m'intéresse le plus, sur les réponses, telles qu'elles sont conçues, portées, mises en œuvre par les politiques publiques, les différents niveaux institutionnels, et puis les jeunes eux-mêmes ont un rôle évidemment très important à jouer. Je
Je voudrais dire aussi que ça s'inscrit dans un programme qui touche à sa fin, celui des 50 ans de l'EFPJ, qui a été particulièrement riche cette année, à la mesure, je crois, de l'histoire glorieuse, j'ose plus dire, de cet office depuis maintenant 50 ans, et qui, je crois, c'est sans doute ce que je voulais dire, constitue aussi une promesse pour les 50 prochaines années, d'être à la hauteur de cette histoire qui a été remarquable, intense, qui nous a permis de nous rapprocher, des deux côtés de l'Atlantique à nouveau. Et je forme le vœu que finalement les années qui viennent puissent nous permettre d'aller beaucoup plus loin qu'on ne l'a fait jusqu'à présent dans les échanges, la compréhension mutuelle et l'enrichissement de politiques publiques. Je voudrais dire quelques mots dans mon propos sur, en écho à ce qui a été dit tout à l'heure, sur le modèle français. Quand je dis modèle, modestement, c'est les caractéristiques du dispositif en France, pas forcément ce dont il faudrait s'inspirer, d'autant que je remarque en écoutant M. Houle que la France, peut plus à la remorque du Québec en matière de politique de jeunesse, puisqu'il a fallu attendre 40 ans, presque 40 ans, pour que nous ayons un ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Alors, ça a été fait tout récemment, puisque lors du dernier remaniement ministériel, M. Jean-Michel Blanquer a été nommé ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, donc qui est près de 40 ans après 1982, date à laquelle vous avez fait de même. Cela étant, je ne vais pas rester complètement les bras ballants en 40 ans, on a mis en place toute une série de dispositions autour des deux axes en fait, que vous avez évoqués, qui constituent pour nous les fondements d'une politique de jeunesse aussi réussie que possible. C'est la participation des jeunes à tous les niveaux de décision publique. C'est le mot, ça fait bien de co-construction, mais sur lequel qui constitue un peu un horizon régulateur, qui constitue une référence. Et puis c'est l'approche globale, on dit parfois intersectorielle, qui permet d'appréhender le jeune dans toutes ses composantes. Le ministre dit souvent qu'on ne peut pas couper le jeune en plusieurs tranches. Il n'y a pas d'élève, le jeune dans la famille, le jeune en dehors de la famille, celui qui a des problèmes de logement, celui qui a des problèmes d'addiction, celui qui a des problèmes d'accès aux loisirs. Il faut prendre en compte la personne. Cette personne n'est pas sécable, n'est pas décomposable. Et non pas qu'on puisse résoudre tous les problèmes d'un coup, évidemment, mais il faut pouvoir avoir cette ambition de saisir la personne dans sa spécificité et sa globalité. Alors, quelques mots peut-être pour revenir sur des notions qui ont été évoquées ce matin. Vous avez parlé, notamment la NACEJ l'a fait, du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. Pour nous, c'est un élément très important du dispositif du modèle français de conception et de mise en œuvre de ces politiques de jeunesse. C'est un lieu d'interlocution qui réunit l'ensemble des acteurs. Alors, évidemment, les jeunes eux-mêmes, ils ont une place importante, mais il y a aussi des représentants des collectivités locales, des services de l'État, des associations qui constituent l'ensemble des partenaires au quotidien de la construction de politique de jeunesse. Alors, c'est une instance récente, elle a été créée en 2017, mais elle correspond, je crois, à un saut qualitatif important en termes de méthode, puisqu'on a là un carrefour des débats, des discussions les plus importantes, en tout cas d'actualité, en matière de politique de jeunesse. Elle a vocation, cette instance, à s'articuler avec une autre institution plus ancienne, c'est le Comité interministériel à la jeunesse, le CIJ, qui est un comité placé sous la présidence du Premier ministre et qui réunit l'ensemble des ministres au-delà du champ jeunesse pour les mobiliser sur ces questions de politique publique en matière de jeunesse. C'est un lieu de partage, de réflexion et de décision sur les politiques de jeunesse. Ça rejoint la préoccupation de transversalité ou de globalité que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire l'idée que les sujets de jeunesse, ça ne peut pas être la préoccupation que des ministres chargés de la jeunesse. Ce serait évidemment se tromper lourdement que de considérer une telle situation. Encore une fois, les travaux que vous avez conduits et puis les discours qui se succèdent à la tribune vont dans le même sens. C'est l'affaire de tous et de chacun autour de la table du gouvernement. Il y a une politique du logement de la jeunesse, il y a une politique de la santé de la jeunesse, il y a une politique de la culture de la jeunesse. Il faut que tout ça conspire, converge dans la même direction, et c'est le rôle de ce CIJ, ce comité interministériel de la jeunesse, de l'organiser. Il s'est paru depuis un certain temps, mais il a ouvert des pistes importantes. On a travaillé sur la formation, sur l'accès à l'emploi, sur l'engagement, sur l'épanouissement et les conditions de vie des jeunes. Pour l'année à venir, et les années qui vont se succéder, le ministre a fixé au COJ, donc au Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, une feuille de route autour des thématiques suivantes. La qualité des activités périscolaires, mais aussi trois axes, je crois, très, très importants. Au-delà de ça, il y a deux axes, les mobilités et la ruralité. On a ces sujets territoriaux qui sont très importants pour nous. Puis c'est cette idée aussi de mobilité, à la fois mobilité géographique, mais aussi mobilité sociale, qui me paraissent extrêmement important à devoir évoquer. Je ne fais pas une allusion aux Gilets jaunes, évidemment, on va au-delà de ces questions, mais il paraît important de mettre ça à l'agenda.
avec l'espoir et la conviction que si nos travaux au sein du cloche de qualité puissent se tenir en 2019 un comité interministériel à la jeunesse. C'est un mandat qui nous a été confié par le ministre de travailler à réunir les conditions pour qu'un tel comité puisse se tenir et donner une impulsion forte aux politiques de jeunesse dans notre pays. Les autres éléments de ce modèle français, mais que je peux te mentionner parce qu'ils ont été discutés ce matin, c'est le dialogue structuré territorial, parce qu'il existe à l'échelle européenne, évidemment, et ça a été rappelé par Benajeb, que je salue et que je remercie pour sa contribution ce matin et au long de ses travaux. Et la clause d'impact jeunesse, qui a aussi été discutée, je crois, ce matin, notamment par le Forum français de la jeunesse. Alors, en des termes, je crois, critiques dans le sens du terme, mais ça me paraît tout à fait légitime. On ne peut pas se satisfaire. D'abord, on est content de la clause d'impact, parce que là aussi, c'est la France et la revanche du Québec, deuxième édition. On s'est inspiré du Québec pour mettre en place cette clause d'impact jeunesse qui existait chez vous depuis longtemps, et puis en plus qui fonctionne chez vous. Alors non, on a des bricoleurs, donc on essaye aussi, comme vous, d'optimiser le fonctionnement. On ne peut pas dire qu'elle marche complètement en France, on peut dire qu'elle existe. Mais elle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. C'est un constat qui a été fait par le COJ, qui est responsable du suivi de cette clause d'impact. Et une ambition que l'on a au sein de cette instance, c'est de travailler aux conditions qui permettraient que cette clause soit pleinement effective et qu'elle remplisse son office. Son office, c'est de travailler à améliorer la qualité des textes et des mesures en ce qu'elles contribuent, qu'elles impactent directement ou indirectement la situation des jeunes d'aujourd'hui et la situation des jeunes de demain. Encore une fois, c'est insuffisamment le cas aujourd'hui, mais je forme le vœu, constituant l'exemple québécois, puissions enrichir notre modèle avec une clause d'impact jeunesse qui fonctionne, qui soit un vrai outil de la décision, qui permette d'améliorer les textes et les mesures et d'éclairer le Parlement et les citoyens sur les conséquences des mesures qui sont prises en matière de jeunesse. Une dernière caractéristique de ce modèle français des politiques de jeunesse que je voulais aborder ce matin, peut-être pas trop le cas dans les débats depuis 2 jours, c'est la dimension expérimentale, de recherche en action, en quelque sorte, de ce modèle français. Un outil puissant des politiques publiques en France, c'est le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, qui est aussi porté par l'INJEP, qui est un outil déjà ancien, mais pas aussi vieux que le FQJ, il a que 10 ans, en fait c'est 10 ans la semaine prochaine, je salue Thibaut de Saint-Paul comme l'animateur au titre de l'INJEP. Ce fonds d'expérimentation pour la jeunesse, depuis 10 ans, il finance de l'innovation, il finance de l'évaluation, il finance de la capitalisation de dispositifs innovants donc, en matière de politique publique de jeunesse dans tous les domaines. Ça va de la persévérance scolaire, qui a été abordée abondamment depuis les jours jusqu'à l'insertion, en passant par l'accès à la culture, au loisir. Tous les sujets sont présentés, ce qui compte c'est la méthode, c'est-à-dire l'expérimentation, l'évaluation, la capitalisation. Et je suis particulièrement heureux de pouvoir fêter ces 10 ans, c'est la semaine d'anniversaire dès la semaine prochaine. C'est ça un peu les 3 axes que je vais évoquer devant vous. La participation des jeunes à tous les niveaux, le dialogue structuré, mais aussi COJ, l'approche globale qui illustre la dynamique interministérielle qui s'incarne dans le comité interministériel de la jeunesse, et puis la volonté d'expérimenter et de capitaliser, de conduire une politique informée, basée sur des preuves, et ça c'est le rôle du fonds d'expérimentation pour la jeunesse. Alors peut-être pour l'actualité, parce que ça a été aussi au cœur de ce que vous avez pu évoquer les uns et les autres, et je vais terminer par là. Au-delà de la méthode, il y a aussi le fond. J'ai beaucoup parlé de méthode là en conclusion. Mais le fond pour nous qui constitue à la fois la priorité, plus que la priorité, l'axe autour duquel s'organisent les politiques de jeunesse en France, c'est de plus en plus vrai, c'est l'engagement. C'est vraiment la notion que l'on met aujourd'hui au cœur de ces politiques publiques. Il y a la volonté de faire à devenir demain une société de l'engagement. Cette société d'engagement, elle commence par se construire avec les jeunes. Il ne s'agit pas, et ça a été dit, de considérer que les jeunes ne s'engagent pas, c'est bien le contraire. Ça constitue une sorte aussi de modèle pour le reste de la société. Ils s'engagent différemment, je sais que vous l'avez mentionné aussi. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'ils puissent s'engager plus. Donc un élément très important dans cette stratégie, c'est le futur service national universel. Vous allez conclure les propos sans dire un mot. On ne part pas de zéro, évidemment, en France. On l'a dit, on a une jeunesse qui est engagée. Elle plébiscite un dispositif maintenant depuis 2010 qui s'appelle le service civique, qui a fait ses preuves, et puis certains d'entre vous sont en service civique, je peux comprendre, ou utilisent les jeunes en service civique, ou travaillent avec les jeunes en service civique. Donc j'ai ravi ce dispositif, c'est 158 jeunes, près de 158 jeunes en service civique l'année prochaine, 140 000 exactement. Et demain, on veut passer à une toute autre échelle en termes quantitatifs et qualitatifs,
c'est le service national universel, qui permet à 800 000 jeunes, chaque année, de connaître une expérience inédite dans tous les sens du terme, d'engagement. Alors aussi d'apprentissage et d'engagement, les deux vont ensemble. L'idée, c'est d'affirmer les valeurs de la République pour renforcer la cohésion sociale et nationale. C'est de susciter, je l'ai dit, une culture de l'engagement. Et c'est de faire prendre conscience à tous, en commençant par les jeunes, des enjeux sociaux et sociétaux auxquels notre pays fait face. Alors ça prendra des formes qui seraient trop longs d'évoquer ici, qui sont discutées, enfin critiquées par les jeunes. Sur un temps, un sondage récent, commandité par le CNAGEP, c'est assez intéressant, a conclu que 75% des jeunes étaient intéressés par les dispositifs. On a aussi conclu qu'une partie importante des jeunes ne savaient pas exactement de quoi il s'agissait. Une fois qu'on leur explique, semble-t-il, ils sont conquis. C'est pas un sujet facile, parce que son caractère obligatoire qui est au cœur du dispositif, parce qu'il permet la mixité que l'on recherche, et parfois critiquée par les jeunes. Il y a une dimension engagement obligatoire qui miroite un peu, qui laisse les gens un peu perplexes. Mais je crois qu'on a un outil devant nous puissant qui sera que ce qu'on voudra bien en faire. C'est une responsabilité collective à tous de faire réussir ce projet, qu'il soit une véritable opportunité pour chaque jeune. Et si on y arrive, on aura peut-être un autre élément de ce modèle à faire valoir auprès de nos amis québécois. Je vous remercie. Merci beaucoup, je crois que c'est l'heure de nous séparer. Donc merci beaucoup à nos amis québécois de nous avoir rejoints. On est vraiment très contents de nous avoir accueillis. Bon retour dans chez vous. Voilà. Je vous donner simplement un petit mot pratique. On aimerait bien pouvoir faire une photo avec tous nos intervenants et nos partenaires. Donc ne vous dispersez pas tous, on va faire une photo ici avec tous ceux qui sont intervenus ce matin et qui représentent nos partenaires organisateurs. Donc, voilà, et puis bon vent à toutes ces nouvelles pistes de coopération qu'on a pu étudier sur cette journée. Oui, bien sûr, toute la délégation québécoise, 18 qui ont fait le voyage. Oui. C'est quand même bien, hein? Oui, bravo!